Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom c'est Lodadie. Vous êtes à l'épreuve du GOPO. À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la philosophie du vivre ensemble, si chère à M. Dramane Ouattara, c'est mieux en une politique d'exclusion remarquable, de chasse aux sorcières et de règlement de comptes farfelus. Une situation qui rend incertain le climat de paix tant réclamé par le peuple ivoirien. Hélas, dans cet imbroglio politique, l'opposition reste tétanisée, donnant du coup l'impression que tout est vraiment bouclé, fermé et cimenté pour la joute présidentielle 2020. Pour échanger sur l'actualité brûlante de notre pays, nous avons reçu depuis Paris M. Michel Gali, éminent professeur politologue. Et aussi ici en studio, nous avons aussi reçu l'infatigable Dr Eric Eddy, qui est le secrétaire exécutif du CACI, attendez par CACI, le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Alors, professeur Eddy, bonne arrivée à l'épreuve du GOPO, une fois de plus, parce que ce n'est pas votre premier passage ici. Tout à fait. Très bien. Alors, parlons un peu de la décision de la procureure de la CPI. Qu'est-ce que vous en pensez de sa décision de faire appel? Merci. D'abord, dans un premier temps, je voulais saluer le professeur Michel Gali depuis la France qui nous accompagne cet après-midi dans cette interview, dans cette émission et dans ces échanges sur l'évolution de la politique dans notre pays en Côte d'Ivoire. J'interviens ce soir, comme vous le savez, au nom du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, dont je suis aussi le secrétaire exécutif. Alors, vous avez parlé de l'appel de la procureure Fatou Bensouda, qui veut dire encore une fois que nous rentrons dans un autre cycle en ce qui concerne la libération du président Laurent Gbagbo et du camarade Charles Blé Goudé. Premièrement, pour nous au CACI, nous ne sommes pas surpris parce que pour un procès d'abord qui a été confirmé en charge en 2013, vous le savez, lorsque la chambre préliminaire 1 a demandé à la procureure d'aller rechercher de nouvelles preuves alors que les preuves qu'elle avait présentées en ce moment étaient insuffisantes, quand on a vu comment le procès s'est déroulé depuis son ouverture en 2016 jusqu'à maintenant, et quand on a compris aussi que les juges de la Chambre de la première instance ont prononcé un jugement d'acquittement, et lequel jugement d'acquittement est assorti bizarrement de restrictions de liberté donc des deux acquittés, Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, nous ne sommes pas surpris encore une fois que la procureure Fatou Bensouda puisse faire appel. Pour nous, ça rentre clairement dans le schéma qui est celui de maintenir le plus longtemps possible le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en dehors de la Côte d'Ivoire. Alors, le plus important pour nous, ce sont les implications de cette décision, pas du point de vue de la CPI, mais du point de vue de la Côte d'Ivoire et de l'évolution. Je crois que le moment est venu pour nous de ne pas trop épiloguer au niveau du CACI, parce que le président Laurent Gbagbo a des avocats qui sont bien assermentés et bien avertis pour donner aux Ivoiriens l'éclairage sur le sens de cet appel de la procureure. Mais à l'heure actuelle, ce qui nous surprend le plus, c'est l'inaction, si vous voulez, des forces de l'opposition en Côte d'Ivoire. Donc on va revenir sur donc voilà un peu la première chose que nous voulons dire. Mais je vais avoir le professeur Gali nous donner ses premières impressions vis-à-vis de la décision de la procureure de faire appel à la dernière minute. Professeur Gali, si vous nous suivez. Oui, tout à fait. Alors c'est plutôt l'avocat, Maître Altit, qui a fait appel effectivement pour que le président Gbagbo ait au fond la liberté qui correspond à son acquittement du 15 janvier. Et moi, je voudrais faire une petite remarque là à mon collègue, si j'ai bien compris, c'est que en fait Emmanuel Altit est l'avocat, comme tout le monde le sait, du président Gbagbo, mais évidemment pas l'avocat de Charles Blé Goudé. Tout à fait. Oui. Et donc j'ai posé cette question publiquement, donc je me suis attiré un certain nombre de critiques des partisans de ce dernier, et on m'a dit ce qui est plus raisonnable, que si l'homme, c'est-à-dire le président Gbagbo, est au fond libre de ses mouvements, y compris de revenir en Côte d'Ivoire s'il le souhaite ou s'il le peut,
Charles Blé Goudet sera automatiquement, en quelque sorte, ou de manière conséquente, libéré et il pourra aussi rentrer. Mais enfin, je voudrais souligner donc que pour le moment, il y a une demande de liberté que d'un côté, comme d'ailleurs c'était auparavant, hein, puisque les nombreuses demandes de liberté provisoire de Laurent Gbagbo n'ont pas été acceptées avant le 15 janvier, et que donc le ministre Charles Blé Goudet n'en a pas de son côté posé. Donc il y a toujours cette dissymétrie entre les deux. Et moi, je trouve qu'au fond, les réseaux sociaux, les hommes politiques, l'entourage peut-être a une influence très bénéfique parce qu'on trouvait que depuis le 15 janvier, la défense du président Gbagbo, c'est-à-dire au fond Maître Altit, était trop en retrait, peut-être trop passif. Et là, on dirait qu'il est passé à l'offensive. Et que ça marche ou pas, je pense qu'il a posé un acte politique très important. Alors, docteur Eddy, vous avez écouté le professeur Gali. Que pensez-vous qu'il puisse se passer à la prochaine prise de décision au niveau de la chambre d'appel de la CPI? Mais nous sommes d'accord avec le professeur Gali sur ce qu'il dit. Premièrement, être réaliste et puis en même temps aussi rester optimiste. Qu'est-ce que les Ivoiriens veulent? Qu'est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui les GOR, les partisans, les patriotes ivoiriens veulent? Les patriotes ivoiriens veulent, et les patriotes ivoiriennes aussi, veulent la libération du président Laurent Gbagbo, surtout que le 15 janvier, la décision d'acquittement est tombée et que cette décision d'acquittement ne soit pas assortie d'une restriction de liberté. Autant pour le président Laurent Gbagbo que pour le ministre Charles Blé Goudet. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Donc, il faut garder cet espoir. Mais en même temps aussi, je crois que le moment est venu, et comme nous le disons au CACI, de vraiment tirer les leçons de l'évolution de ce procès. Je sais que pour garder la flamme et puis ne pas décourager les gens et rester toujours dans l'optimisme, parce que c'est ça aussi une lutte pour la souveraineté, on attend toujours de voir le président Laurent Gbagbo sortir, mais en même temps aussi, le réalisme veut que tel que le procès a été amené jusqu'aujourd'hui, il faut s'apprêter à toutes les éventualités. L'une des éventualités, c'est effectivement que cet appel interjeté par la procureure n'aboutisse pas, ce qui voudrait dire que le président Laurent Gbagbo devrait recouvrer la plénitude de sa liberté, ou alors que cet appel interjeté est accepté par la Cour, donc nous repartons pour un autre procès qui va effectivement nous amener jusqu'en 2020 et pourquoi pas au-delà. À partir de ce moment-là, il y a des implications sur l'échiquier politique ivoirien. Quelle devrait être donc l'attitude de cette opposition? Comment est-ce que nous y allons? C'est à ce niveau-là plus que nous voulons intervenir en tant que comité d'action pour la Côte d'Ivoire, en tant qu'intellectuel, mais en même temps aussi dire que certainement que le moment est venu. Depuis 2011, l'arrestation et le transfèrement du président Laurent Gbagbo à La Haye jusqu'à maintenant, le moment est effectivement venu pour mettre, je le dis, les patriotes ivoiriens au devant des faits, tirer les conclusions et nous apprêter pour toutes les sortes d'éventualités. Même si, permettez-moi de terminer là-dessus, même si le président Laurent Gbagbo devrait être libéré aujourd'hui, ou alors que l'appel interjeté n'aboutisse pas et qu'il doit retrouver la plénitude de ses moyens, le professeur Gali l'a dit tout à l'heure, il s'agit maintenant de négocier le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Or, vous savez que nous avons affaire à un régime qui fait peser encore sur la tête du président Laurent Gbagbo et même du ministre Charles Blé Goudet aussi des charges éventuelles qui menacent leur retour en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'en tant que patriotes, en tant qu'Ivoiriens, nous nous apprêtons, comme les Sud-Africains l'ont fait il y a quelques années dans le cas de Nelson Mandela, pour un retour éventuel réussi du président Laurent Gbagbo afin de pouvoir négocier si vous voulez, cette réconciliation que nous espérons tant et négocier le tournant de 2020 pour que ce qui s'est passé en 2010 ne se reproduise plus. Voilà un peu la perspective dans laquelle le comité d'action se place et ce que nous avons envie de discuter davantage sur l'échiquier politique ivoirien à partir de maintenant. Professeur Gali, vous êtes là, vous écoutez? Alors, vous qui êtes en Europe là-bas, les informations qui nous sont revenues dans la presse, c'est que la CPI demande en quelque sorte la disponibilité de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la décision qui a été prise ou bien qui va être prise par cette même chambre d'appel. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, alors d'abord je voudrais dire que c'est tout à fait normal, y compris de négocier avec ses adversaires. Parce que je prendrai un cas, c'est celui de Jean-Pierre Bemba. Vous connaissez l'homme politique congolais.
Il a mis, une fois qu'il a été acquitté, à la surprise générale d'ailleurs en appel par la même CPI, il a mis un mois avant de rentrer à Kinshasa. Et encore, le régime, comme vous le savez, l'a rattrapé au tournant, si je peux dire, s'est servi d'un tour de passe-passe juridique pour qu'il ne puisse pas se présenter aux élections. Alors effectivement, il y a toutes sortes de problèmes. Il y a d'abord le problème sécuritaire. Il faut qu'il puisse rentrer en toute liberté, mais en toute sécurité. Mais comme vous l'avez dit, comme mon collègue l'a dit, il y a le problème juridique. Il y a des pseudo-procès pour des soi-disant crimes économiques. Donc, il faut que tout ça soit évidemment annulé, amnistié, quelle que soit la forme juridique, et qu'il puisse rentrer libre de ses mouvements. Donc, c'est tout à fait normal qu'on négocie avec l'État ivoirien. Et aussi, c'est un peu sous le manteau qu'on négocie aussi avec le pouvoir français, hein, parce que si on fait une bonne analyse quand même de ce système france-africain, est-ce que le vrai pouvoir n'est pas à l'Élysée plus que dans la résidence présidentielle à Abidjan? Donc des négociations à la fois publiques et en quelque sorte souterraines, indiscrètes, on va dire, c'est tout à fait normal dans cette phase qui est à la fois politique et judiciaire. Mais est-ce que cela ne jette pas un discrédit sur les décisions de la Cour en ce qui concerne la libération de Gbagbo? Parce que si on doit libérer quelqu'un en se basant sur la décision ou bien l'avis de celui-même qui a posé plainte contre lui avant de le libérer, est-ce que ça ne jette pas un discrédit sur la libération de cette personne? Docteur Eddy, commencez. Écoutez, pour nous, au Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, le procès du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé démontre clairement dans sa procédure, d'abord dans comment est-ce que le président Laurent Gbagbo lui-même a été arrêté, puis transféré à La Haye. On l'a vu avec les révélations du Mediapart sur les procédures qui ont été violées. Vous savez que la Cour pénale internationale suit une loi dite internationale qui prend aussi pour appui les instruments des droits de l'homme, des instruments internationaux des droits de l'homme que nous connaissons comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., qui garantissent quand même aussi les droits des individus. Alors, quand on regarde tout cela, pour nous, la Cour pénale internationale s'est discréditée. Elle s'est discréditée depuis d'abord le procès, si vous voulez, de la confirmation des charges, ensuite les rejets intempestifs qu'on appelle ça de la volonté des avocats du président Laurent Gbagbo de voir leurs clients libérés, avoir une liberté provisoire pour prendre soin de sa santé. Ce sont des droits humains qui ont été niés au président Laurent Gbagbo. Alors, quand vous regardez tous ces aspects, est-ce que la CPI ne va pas se discréditer avec l'appel qui arrive? La CPI s'est déjà suffisamment discréditée, donc je ne voudrais pas qu'on puisse nous étaler davantage sur cela. Et puis, pour terminer, que la CPI se discrédite ou pas, nous, au Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, honnêtement, et en tant qu'Africains, je veux vraiment utiliser un langage vraiment terre à terre, à l'ivoirienne, comme le professeur l'a dit, peut-être le langage des Chinois pour dire, ben, on s'en gabarre. Que la CPI se discrédite ou pas. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'elle, cette CPI-là, sorte de ce discrédit-là pour jouer le rôle véritable pour lequel elle a été mise en place et faire en sorte que les individus qui ont été acquittés jouissent de leur liberté et viennent prendre leur place sur l'échiquier politique ivoirien ou bien africain, si vous voulez, afin de contribuer à la réconciliation et permettre aux Ivoiriens de sortir de l'enfer que la France-Afrique a créé dans leur pays à partir de 2010. Voilà un peu où nous en sommes. Donc je ne voulais pas m'attarder sur un discrédit quelconque de la CPI ou pas. Vraiment, on s'en tape, si vous voulez. Très bien. On va maintenant partir au professeur Gali pour nous donner sa réponse à cette question. Le discrédit que cette décision de parler avec d'abord Abidjan avant de prendre une décision concernant la libération de quelqu'un qui est déjà acquitté en fait. Peut-être malheureusement pour l'émission, mais il y a longtemps, je dirais que cette Cour pénale soi-disant internationale s'est discréditée parce qu'effectivement, elle est partiale, elle ne représente qu'une partie de la soi-disant communauté internationale et elle prend des décisions effectivement abracadabrantes. Alors, sur le plan politique, pour être clair, demander à Ouattara s'il veut bien de Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça ferait presque rire, tellement ça peut paraître stupide. Hein. Mais ceci dit, sur le plan en quelque sorte technique,
effectivement, il y a les questions judiciaires, on en a parlé tout à l'heure, et au fond sécuritaire qui se posent pour son retour. Donc peut-être qu'il aurait fallu le négocier en amont et de manière, disons, diplomatique plutôt qu'ouvertement. Mais enfin, sur la question du discrédit, je pense qu'il y a un accord unanime sur une bonne partie de la planète pour dire qu'il y a longtemps que cette CPI s'est effectivement discréditée. Très bien. Bien, merci, professeur. Docteur Eddy, vous voulez rebondir sur cette question avant qu'on échange dessus? Oui, pas pour contredire ce que dit, j'ai failli faire du franglais là, pas pour contredire le professeur Michel Gali sur cette question, mais pour dire que quand il évoque la question des négociations qui doivent avoir lieu ou bien qui sont en train de se dérouler, on ne le sait pas, nous ne sommes pas opposés à cela. Je crois que quand j'ai parlé de la formule de la question que vous avez un peu changée, je me suis prononcé sur le discrédit de la CPI, mais pas sur la volonté de demander, par exemple, et de négocier avec le régime en place en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand j'utilise, moi, le terme négocier avec le régime en place en Côte d'Ivoire, dans le terme négocier, je mets beaucoup de choses. La négociation peut être aussi les moyens de pression que nous avons pour faire reculer Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez tout cela que le régime de Ouattara continue de faire peser sur la tête de Charles Blé Goudé ou bien du président Laurent Gbagbo, menaçant de les faire incarcérer si jamais ils revenaient en Côte d'Ivoire, c'est parce que ce régime-là est en roue libre en Côte d'Ivoire et que l'opposition n'est pas encore parvenue à le faire reculer. Ça aussi, ça fait partie des négociations. Mais bien entendu, le président Laurent Gbagbo lui-même a été et est un adepte du dialogue, de la conversation. Les Ivoiriens eux-mêmes veulent aussi aller à un dialogue. Aujourd'hui, on voit des plateformes qui sont en train de se dessiner. Je crois que ce dialogue-là n'est pas fermé. C'est le régime de Ouattara qui refuse un dialogue vrai qui pourrait amener à un assainissement du discours politique, social et économique en Côte d'Ivoire, de sorte à ce que nous retrouvons une certaine sérénité. Alors, si ces discussions-là ont lieu, évidemment, nous ne sommes pas opposés, mais nous sommes d'accord sur une chose pour terminer, que la CPI n'a pas montré qu'elle est une organisation crédible, surtout dans le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, et dans l'affaire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici à l'épreuve du GOPO, et donc c'est le temps du docteur Eddy et puis du professeur Gali depuis Paris de nous donner réellement leur point de vue sur cette histoire. Et nous sommes vraiment ravis de les avoir tous deux aujourd'hui sur notre plateau. Voilà, donc on va essayer d'avancer dans notre discussion. Cette fois-ci, nous allons essayer de parler un peu de la sortie tout récemment des forces soi-disant spéciales de la Côte d'Ivoire qui sont rentrées à la police pour vouloir libérer l'un d'entre eux qui a été incarcéré. Alors, professeur Gali, je suis sûr que vous en savez quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ça peut paraître complètement ridicule, hein, surtout dans la conclusion, où on a tous vu les vidéos de forces spéciales qui se sont fait taper dessus par la police, y compris le lendemain à l'école de police. Donc chacun sait que c'est des forces vraiment très spéciales. Merci. Où je ne pense pas qu'il y ait la même chose dans l'univers connu. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, ou comme j'aime à le dire, au Dramanistan, qu'on peut voir quelque chose comme ça. Mais si on parle plus sérieusement, ça montre que ce régime, au fond, il est vulnérable par là où il est venu. Si vous vous souvenez des mutineries successives qu'il y a eu notamment l'année dernière, et puis au fond on voit que le roi est nu, c'est-à-dire que Ouattara au fond n'a que l'armée comme soutien solide, hein, et quand ce soutien s'effrite et devient au contraire fragile, il reste complètement désarmé, y compris politiquement. Il est obligé de négocier, de donner tous les rappels, les prix au nom plus ou moins bizarres et communs en particulier à ces militaires qui au fond n'en sont pas. Tout le monde sait que ce sont des miliciens, parfois des soldats d'origine étrangère, hein, ou les fameux dozos, des sortes de milices. Et donc c'est pourquoi, en comparaison avec les FDS, l'armée l'ex-armée au fond officielle de l'État ivoirien, en tant que président Gbagbo, ils n'ont aucune idée de ce que c'est la discipline et l'esprit républicain. C'est un peu ça ma conclusion de ces épisodes ridicules. Très bien, merci docteur. Docteur Eddy,
on nous a dit, hein, nous savons que, parce que ça peut être prouvé, que ces soldats de la force spéciale ivoirienne ont été formés au Maroc. Est-ce à dire que ces derniers n'ont pas été bien formés, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, comme le professeur Gali l'a dit, hein, et je crois que sur beaucoup de points nous nous rejoignons, c'est tout à fait normal, parce que même à des distances différentes, nous croyons l'un et l'autre aux valeurs de la République. Vous comprenez? Aux valeurs du droit, aux valeurs des questions de sécurité et de l'ordre établi dans les États. Vous voyez, tous les États dans le monde ont les mêmes objectifs, c'est d'assurer leur survie, d'assurer la sécurité pour leurs citoyens et pour ceux qui y résident, qu'ils soient des nationaux ou bien des non-nationaux, et puis bien entendu de pourvoir à leurs besoins et assurer cet espace-là pour que chacun puisse s'épanouir. Alors, quand vous regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, bien entendu, moi j'ai peur et pour l'avenir. Et ce sont ces peurs, ces craintes-là, justement, pour l'avenir vers 2020 que nous voulons exprimer. Voilà des forces, encore une fois, dites spéciales. Elles devraient être spéciales du point de vue de leur attitude, de leur respect et de leur caractère républicain ou bien du respect de l'ordre républicain. Mais on ne peut pas, on parle de forces de l'ordre, des forces de sécurité et de défense. On ne peut donc pas se retourner et aller à des confrontations avec un autre corps qui appartient à ces forces de défense et de sécurité. Ça démontre déjà du problème de l'indiscipline. Alors, je m'en fous de là où ces personnes ont été, si vous voulez, formées. Oui. Je m'en fous éperdument. Ce que nous constatons, c'est que voilà des gens qui sont payés par le contribuable ivoirien, qui se font appeler des forces spéciales et dont le comportement, comme le professeur Garli l'a dit, est très, 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 très spécial. Alors, nous avons peur. Si déjà, pour l'incarcération d'une seule personne, vous avez ces yeux fourrés, ça nous laisse démonter la question de l'indiscipline au sein donc, de cette armée sous l'ère de Ouattara, alors que, encore une fois, pour faire de la redondance, on s'appelle force républicaine. Ensuite, il y a pour nous le fond d'un problème. Le fond d'un problème. Et ce fond du problème, c'est le mélange qu'il y a eu entre les forces de défense et de sécurité véritables qu'il y avait en Côte d'Ivoire avant l'avènement du régime inique, cynique, ou je ne sais pas comment encore une fois le qualifier, de Alassane Dramane Ouattara, où on a incorporé tous ces éléments d'Ozo, etc., qu'on a recrutés ça et là parce qu'il ne fallait pas les laisser. On a vu toutes les mutineries, etc., qui se sont déroulées sous ce régime-là. Alors, quand vous mettez tout cela ensemble, quelquefois, je me demande si nous n'avons pas là le prélude à ce qui pourrait se passer éventuellement, c'est-à-dire un match retour. Or, en Côte d'Ivoire, je ne crois pas qu'aujourd'hui, les Ivoiriens veulent des matchs retour entre des forces de défense et de sécurité qui ont été véritablement entraînées, formées aux valeurs républicaines, et puis c'est produit donc des forces rebelles, des forces nouvelles, dites aujourd'hui fêtes spéciales, où est-ce qu'on les a incorporées. Voilà un peu les craintes que nous avons par rapport à la question de la sécurité pour l'avenir. Ceux même qui sont chargés d'assurer la sécurité, vous comprenez, sont ceux-là même qui sèment le désordre. Alors, je termine sur ce point. Le roi est nu. Comme le professeur Gali l'a dit, le roi est effectivement nu. Le roi est effectivement nu, puisqu'on se rappelle de l'épisode de l'enterrement du jeune Ouan Ange Didier Arafat, plus connu, où un ministre de la Défense, ministre d'État, dit qu'il dirige, si vous voulez, des opérations de l'enterrement de ce jeune. Eh bien, vous avez vu comment on a désacralisé non seulement la tombe, mais au-delà de la désacralisation de cette tombe, il y a aussi la République, effectivement, qu'on a mis à nu ce jour-là. La République de Ouattara, disons, le Dramanistan, qui a été mis à nu ce jour. Donc, voilà un peu l'effritement des valeurs républicaines, si vous voulez, incarnées par cette armée et surtout par le comportement de ces forces dites spéciales, et très spéciales d'ailleurs, pour reprendre les termes du professeur Gali. Il y a eu un problème récemment au niveau de Bouaké, avec l'arrestation de M. Jacques Mangwa, qui était le président du conseil général de Bouaké. Alors, je vais commencer avec vous, Dr Gali. Il a été mis en prison pour 5 ans, ça c'est une décision de justice. Comment ce genre de justice, ou bien ce genre de procès,
comment vous le voyez? Parce qu'on a vu le procureur de Bouaké qui est venu à la télévision, à la RTI, et qui a dit beaucoup de choses. J'aimerais savoir votre point de vue sur sa prestation à la RTI. Je crois que si on connaît, à moins que ce soit le système, enfin, c'était vraiment tout sauf du droit, hein, la distinction. Alors sur les réseaux sociaux ou ailleurs, puisque les Ivoiriens sont quand même très moqueurs, hein, comme vous le savez mieux que moi, entre armes déposées et puis entreposées, ça veut absolument rien dire. Hein, ça fait juste rire. Et ça me permet de dire que au fond, depuis 2011, hein, c'est ça la grande force de la résistance ivoirienne, auquel nous participons tous, hein, et on peut pour une fois s'auto-féliciter, et même dans d'autres pays d'Afrique, hein, puisqu'au fond le pouvoir a mis dans tous ces pays où il y a des dictatures, des despotismes plus ou moins éclairés, ils ont mis la main sur les médias d'État, sur la télévision, la radio. Mais par contre, les réseaux sociaux deviennent un immense contre-pouvoir. Tout à fait. Et notamment de ridiculiser un homme politique ou un soi-disant magistrat qui dit n'importe quoi. Hein. Et donc, cette instantanéité, ce fait qu'on discute avec vous aux États-Unis, en Europe, en Afrique, dans l'immédiat, et que c'est beaucoup plus intéressant. Ça passe, vous voyez, dans la presse écrite, et puis parfois, ça passe sur le mur de verre des grands médias occidentaux. C'est très encourageant. Et pour revenir au fond, c'est évidemment une décision de téléguidée qui est politique là aussi et non pas judiciaire, qui discrédite là après la CPI l'appareil judiciaire ivoirien. Il s'agissait d'incarcérer avec un coup monté, c'est le cas de le dire, le vice-président du PDCI et de donner un avertissement au fond à Bédier qui est quand même intouchable. Donc c'est ça mon analyse. Alors, docteur Eddy, Monsieur Mangwa a été incarcéré pour 5 ans de prison ferme et je pense 1 million de francs CFA qu'il doit payer comme amende. Et puis, bon, ses droits civiques lui sont révoqués. Comment vous voyez ce genre de justice dans un pays où tout le monde est en train de parler de réconciliation? Premièrement, la réconciliation n'est pas effective, ça on le sait. Deuxièmement, pour nous, au Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, si réconciliation il doit avoir effectivement en Côte d'Ivoire, ce ne serait pas avec Ouattara comme sujet. Peut-être comme complément, si vous voulez. Encore complément, quelquefois je le dis pour rire, comme complément d'objet indirect, même pas complément d'objet direct. Ça veut dire que Ouattara et son régime, après 8 ans, peut-être 9 ans maintenant passés à la tête de ce pays, de la façon dont ils sont arrivés, n'ont pas encore enclenché véritablement, si vous voulez, afficher cette volonté d'amener les Ivoiriens à une réconciliation. D'où la pérennisation, si vous voulez, des instruments de répression et de pression que nous continuons de voir. Vous savez qu'il y a quand même comme une certaine évolution. Dès que Ouattara arrive en 2011, de 2011 à 2012, si vous voulez, jusqu'à 2013, il y a une répression sauvage qui s'abat effectivement sur les opposants. Souvenez-vous des marches du Front populaire ivoirien à Port-Boué, à Yopougon, comment ça a été réprimé, les bâches cassées, les gens qui sont tapés. Souvenez-vous de comment est-ce que certaines marches, même de la CNC en son temps, avaient été réprimées. Aujourd'hui, vous pouvez passer à une autre phase où on incarcère, où on arrête et met les gens en prison. Alors, dans ce procès, dans cette affaire de Mangwa, je suis surpris, nous sommes surpris de la célérité avec laquelle ce pouvoir, ou bien alors cette justice, comme vous l'appelez, nous ne l'appelons pas justice parce que si Ouattara ne peut pas avoir de justice, cette justice a réglé ou bien géré cette affaire. Il y a des individus de 2011 qui sont restés dans les geôles ivoiriennes, à Bouaké comme à Abidjan, à cause de leur action ou de leur participation supposée aux événements qui ont suivi les élections de 2010, qui ne sont pas passés devant un juge pendant de nombreuses années. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a certains qui ont bénéficié donc de mesures d'amnistie signées par Ouattara, un certain mais il y a encore des militaires qui ne sont pas encore passés devant des juges. Et aujourd'hui, la célérité avec laquelle on règle un problème aussi important, où on parle d'armes posées ou bien entreposées, etc., etc. Moi, les termes juridiques ici, sur ce plan-là, je m'en fous parce que je souhaite encore une fois qu'on ne s'attarde pas sur les méfaits du régime de Ouattara, mais qu'on puisse peut-être réfléchir davantage sur les moyens d'action aujourd'hui pour
faire reculer ce régime. Et ça, je le dis, et ça, je le dis. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi la question, effectivement... Dites-moi un moyen, un seul moyen que vous pouvez proposer aux Ivoiriens qui regardent. Oh, c'est peut-être... Qui puisse amener les Ivoiriens à quitter dans ce gouffre d'injustice. Quel moyen que vous proposez? Les Ivoiriens eux-mêmes veulent quitter dans ce que vous appelez le gouffre de l'injustice. Ça, il ne faut pas leur enlever non seulement ce privilège, mais aussi cette qualité. Les Ivoiriens veulent aller à la réconciliation. Les Ivoiriens veulent retrouver un pays où il fait effectivement bon vivre et non le bon vivre du vivre ensemble que Ouattara a proposé et dont on voit les conséquences aujourd'hui. Il ne faut pas leur enlever cela. Mais nonobstant ce fait, nous notons qu'il y a quand même comme une crise d'urgence sur le terrain en Côte d'Ivoire. Regardez, monsieur le vice-président du PDCI RDA, Mangwa, est arrêté de cette façon, passe devant des juges et est condamné à 5 ans de prison. Quelle est la réaction même au sein du PDCI RDA? Qu'est-ce que nous voyons? Vous comprenez? Nous souhaitons peut-être qu'il y ait un réveil. Justement, donc on va maintenant parler du mutisme de l'opposition. Professeur Dali, voilà, alors on sent une sorte de mutisme de l'opposition en Côte d'Ivoire vis-à-vis de ces faits graves. Depuis près de 3 à 4 ans, les militaires qui prennent toujours des armes contre le gouvernement ou bien contre d'autres entités de sécurité. Et l'opposition, on a l'impression qu'elle n'agit pas, elle ne dit rien, elle ne fait rien pour changer la donne. Je suis d'accord avec vous sur le fond, qu'il y a, il semble-t-il, trop de passivité. Donc il faut décortiquer pourquoi. Okay. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, plutôt de mes amis quand même, dont tout le monde sait que je suis politiquement proche de l'opposition, mais ils ont produit à plusieurs reprises des documents. Prenez par exemple Mamboua, il y a eu un document du Front populaire ivoirien très rapidement, où ils condamnaient en quelque sorte cette arrestation et cette incarcération pour 5 ans. Mais de manière plus générale, il y a effectivement un manque en quelque sorte militant. Par exemple, la seule manifestation qui a été d'ailleurs très dure ces dernières années, c'est celle où Sangaré et Koulibaly ont été arrêtés. Si vous vous souvenez, une manifestation publique encadrée par tout l'appareil d'État, par les forces d'État. Oui, bien sûr. Or, ces manifestations dans beaucoup de pays, alors si on prend un peu partout dans le monde entier, depuis le Soudan à l'Algérie, quand il y a quand même des mouvements de masse, de rue, c'est là où les choses évoluent quand même, où le pouvoir un peu cède du terrain, vous voyez, voire accepte de négocier. Or, cet arsenal, au fond, classique de l'opposition n'est pas utilisé. Pourquoi? C'est parce que ce pouvoir est né de la violence et continue par la violence. Quand il y a eu des manifestations à certains moments, il y a eu mort d'homme, encore récemment. Vous avez fait allusion au pays baoulé pour la libération de Mangwa, il y a eu un mort et des blessés. Donc les gens, au fond, ils sont encore peut-être sous le traumatisme de 2011, des dizaines de milliers de morts, et ils ont peur tout simplement des conséquences, y compris les partis d'opposition. Donc ils préfèrent la voie juridico-politique, l'action virtuelle sur les réseaux sociaux. Mais ce que moi je trouve curieux, bon, je déplore en tant qu'individu, disons, politique, c'est qu'il n'y ait pas d'alliance avec les forces sociales. Si vous regardez l'histoire, le Front populaire ivoirien à ses débuts, il a été le relais des revendications étudiantes, ensuite des professeurs, des syndicats de professeurs. Merci. Ensuite, il a passé des alliances avec le monde du travail. Et chaque fois qu'il y a des revendications qui sont au fond sociétales et parcellaires, il n'y a pas de liaison entre des partis politiques comme le Front populaire ivoirien ou autres, et donc ces mouvements sociaux, voire ces mouvements politico-militaires auxquels on a fait allusion, qui sont causés au fond par une certaine misère, parfois certaines revendications. Et donc là, moi, ça m'étonne beaucoup. Alors, il y a aussi une autre explication, au fond, anecdotique, c'est un peu le culte de la personnalité du président Gbagbo. Et tout se passe comme si on attendait, mais malheureusement, depuis 2011, son retour. Et qu'on cède surtout
en mettant toutes les revendications sous le boisseau pour favoriser, enfin soi-disant, le retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et c'est là où il va prendre les commandes, d'après cette théorie, et il ferait alliance avec qui il veut, y compris avec les mouvements sociaux. Moi, je pense que si on compare avec d'autres pays, il y a quand même un manque d'action sociale, politique et médiatique, d'ailleurs, c'est encore notre sujet, depuis 2011. Alors, docteur, vous êtes de la société civile ivoirienne. Bien sûr, vous êtes dans la diaspora, mais vous êtes de la société civile ivoirienne. Le CACI, votre organisation, depuis longtemps, près de 8 ans, si je ne me trompe pas. Depuis 2012, oui. Depuis 2012, vous travaillez beaucoup sur ces sujets. Alors, le professeur peut dire que, oui, lui, c'est un politologue, il ne fait qu'observer, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas seulement un observateur, vous êtes un acteur de la vie politique, la vie sociale de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous faites pour briser ce mutisme de l'opposition? Merci. La première chose, c'est de tirer, effectivement, d'abord d'observer qu'il y a un mutisme. OK? Le professeur l'a dit tout à l'heure qu'il faut observer d'abord et rechercher les causes de ce mutisme-là. Vous comprenez? Nous, ici dans la diaspora au sein du CACI, nous avons senti aussi à un moment donné l'essoufflement de certains membres que nous avons à travers les États-Unis. Nous avons au moins pris le soin d'interpeller, de savoir ce qu'on appelle, si vous voulez, les conversations un à un avec des personnes pour avoir leur position. Ça aussi, c'est la connexion sociale dont parle le professeur Gali. Alors, certains militants nous ont dit, écoutez, à partir du moment où, en 2013, la Cour pénale internationale, malgré l'insuffisance des charges, a confirmé les charges contre le président Laurent Gbagbo, il n'y a donc plus rien à faire. Vous savez, dans la lutte politique ou alors dans les mouvements sociaux, il y a différents niveaux, mais il faut aller au contact et savoir ce que les militants, les membres des différents mouvements que nous avons, là où ils se trouvent et ce qu'ils veulent dire. C'était vraiment du plaisir d'avoir le professeur Gali et aussi le docteur Eric Eddy pour nous accompagner dans cette discussion. Nous avons appris beaucoup aujourd'hui de par leur analyse de la situation politique et sociale en Côte d'Ivoire. Moi, mon nom, une fois de plus, c'est Lodadier. Je vous dis au revoir et on se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de À l'épreuve du Gopo.